petite vidéo et honnêtement, on va revoir un petit peu ce que je vous parlais dans mes précédentes vidéos. Ok, concrètement, comment fonctionne Internet, hein, c'est aussi simple que ça. Donc certaines machines sont gratuites, allez les faire si vous êtes totalement néophyte, hein, mais on avait vu les DNS en détail, comment fonctionne le HTTP, hein, le protocole HTTP, comment les sites web fonctionnent, hein, comment sont-ils créés, et là c'est le dernier module que je vais me terminer tranquillement avec vous. Ça sera pas long, on va revoir quelques bases. Ok? Donc si on doit mettre tout en forme et si on synthétise DNS, protocole HTTP, comment monter un serveur web, ok? Et on sait que très souvent, bah, on a quoi? On a du Apache, du I2S pour héberger le serveur web. On, on a une base de données, on a parfois des frameworks et n'importe quel site web, hein, c'est quoi? C'est du HTML, du JavaScript, du CSS, des images, etc., etc. Donc pour résumer, lorsque vous demandez un site web, eh ben votre ordinateur doit connaître l'adresse IP du serveur à laquelle il doit parler. Pour cela, on utilise le Domain Name System. Ok? Il va permettre de résoudre l'adresse IP du serveur en nom de domaine que nous, êtres humains, on arrive à enregistrer et à retenir beaucoup plus facilement. Hein. Donc, vous retiendrez beaucoup plus facilement Google, hein, www.google.com que 179.0.17.1. Ok? Donc, c'est ce principe. Et votre ordinateur parle ensuite. Excusez-moi, les avions qui passent. Votre avion parle ensuite au serveur web à l'aide d'un ensemble spécial de commandes appelé protocole HTTP. Hein, comme je vous disais, le serveur web renvoie ensuite du HTML, du JavaScript, du CSS, des images que votre navigateur utilise pour formater et afficher correctement le site web. Donc on a quoi? On a une requête qui est faite, un serveur web à travers votre navigateur web. Ok? Qu'est-ce que va faire le serveur DNS? Eh ben, il va convertir le nom de domaine que vous rentrez hein, dans votre barre et lui va afficher en fait l'adresse IP, ok, puisque votre navigateur lui il a besoin d'une adresse IP. Ensuite, il va vous connecter au serveur web et vous allez pouvoir accéder à la ressource. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Il existe d'autres composants, des frameworks qui aident le web à fonctionner plus efficacement et à fournir des fonctionnalités supplémentaires. Mais si vraiment on doit résumer le plus simplement, le plus succinctement possible, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Alors, voyons un peu le principe de load balancing, hein, qu'on pourrait traduire par l'équilibrage de charge. Je vous ai parlé du load balancing, en fait, quand on voyait, bah, je vous ai parlé des attaques DNS. Donc, lorsque le trafic d'un site web commence à devenir assez important ou exécuter une application qui doit avoir une haute disponibilité, un serveur web peut ne plus pouvoir faire le travail. Hein. Donc, c'est là que le load balancing permet de fournir deux fonctionnalités principales qui garantissent que les sites web à fort trafic peuvent gérer la charge. Hein, et fournir, s'il faut, un basculement si jamais eh ben, le serveur principal, par exemple, ne répond pas. Donc, lorsque vous demandez à un site qui a un équilibrateur de charge, enfin équilibreur, pardon, ce qu'on appelle du load balancing, on va parler en anglais, eh ben, le load balancing reçoit d'abord votre demande, puis la transmet à un des multiples serveurs derrière elle. Concrètement, c'est typiquement ce que fait Cloudflare, ok, la société. L'équilibreur de charge utilise différents algorithmes pour l'aider à décider quel serveur est le meilleur pour traiter la demande. Ok? Donc on a des algorithmes qu'on appelle round robin, hein, qui l'envoient à chaque serveur à tour de rôle ou de façon pondérée, qui vont vérifier combien de requêtes un serveur traite actuellement et les envoie au serveur le moins occupé. Ok? Typiquement, on va chercher de vous rapprocher au maximum géographiquement du serveur et si le serveur qui est le plus proche de vous a une charge qui est trop importante, là, on vous redirigera vers un serveur qui est plus éloigné que vous géographiquement. Typiquement, c'est ce qu'on fait. Ok, donc les load balancers, ou le load balancing, comme on dit, hein, effectuent des vérifications périodiques avec chaque serveur pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. C'est ce qu'on appelle un bilan de santé. Ok, on va faire un bilan de santé, c'est health check en anglais.
Si un serveur ne répond pas correctement ou ne répond pas du tout, hein, l'équilibreur de charge, le load balancing, cessera d'envoyer du trafic jusqu'à qu'il réponde à nouveau de manière appropriée. Donc là, tout de suite, on voit aussi l'avantage, c'est qu'on va répartir la charge et au cas où il y aurait du trafic illégal, si vous me permettez l'expression, eh ben, ça va permettre de répartir la charge et lors d'une attaque de déni de service, on va pouvoir éventuellement supporter la charge puisqu'on a trois composantes hein, avec du load balancing plutôt qu'un seul serveur qui va devoir supporter l'attaque de déni de service ou de déni de service distribué. Ensuite, on a les CDN. Je vous ai dit, les CDN, c'est des réseaux de diffusion de contenu et ils mettent en cache en fait des fichiers statiques et généralement vous allez vous connecter au CDN le plus proche de chez vous. Je vous ai dit dans mes vidéos sur les DNS que on a eu un CDN qui a à cause d'un problème de routage, empêcher Internet de fonctionner pendant 10 minutes. Ok? Donc typiquement, ça aussi c'est un point névralgique. Hein. On a énormément de sociétés qui font du CDN, mais si jamais vous faites tomber ça, bah ouais, ça peut engorger ou carrément stopper l'Internet. Et un CDN, c'est quoi? Bah, c'est une excellente ressource pour réduire le trafic vers un site web occupé. Il vous permet d'héberger des fichiers statiques à partir de votre serveur web, tel que du JavaScript, des CSS, des images, des vidéos, et de les héberger sur des milliers de serveurs dans le monde entier. Lorsqu'un utilisateur demande l'un des fichiers hébergés, le CDN trouve où se trouve physiquement le serveur le plus proche, comme je vous le disais, et envoie la demande au lieu de potentiellement l'envoyer d'un serveur qui est à l'autre bout du monde. Ok? Le principe, c'est de réduire l'attente. Réduire la latence, réduire le round to trip, le RTT. Ok? En gros, ce que met votre connexion Internet entre le serveur mandataire et votre machine. Ok? Donc les bases, souvent les sites web, ils ont un moyen de stocker des informations pour leurs utilisateurs. Et très souvent, je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est une base de données qui va nous permettre de stocker et de rappeler des données à partir de celles-ci. Les bases des données peuvent aller d'un simple fichier texte brut, hein, si on parle de JSON ou de XML, à des clusters complexes de plusieurs serveurs offrant une vitesse et une résilience, ok? Donc des grappes de disque dur ou de SSD. Et il parle de résilience, mais je parlerai plutôt de redondance, ok? Puisqu'on est sur un cluster de serveurs. Et vous rencontrez des bases de données courantes. Donc rappelez-vous, il y a deux types de bases de données. Il y a des bases de données SQL et il y a des bases de données NoSQL. Ok? Donc en SQL, on a du MySQL, on a du MS SQL, mais en NoSQL, on a également du MongoDB, du GraphQL, du Postgres, etc., etc. Chacun a ses particularités, ses avantages, ses inconvénients. Ok? Tout va dépendre de l'application web et de ses besoins en termes de base de données, en fait. Donc, ensuite, on a le WAF. WAF, c'est pas le chien, c'est l'application, le firewall, en fait, hein, dédié à l'application web. Et c'est le premier truc que vous allez devoir contourner quand vous faites un test d'intrusion. Vous faites du web app pen testing, ok? Puisque quand on fait des tests d'intrusion sur une application web, ça n'a rien à voir avec les tests d'intrusion classiques, j'ai envie de dire, hein. On va se focaliser sur un serveur qui héberge l'application web. À partir de là, on peut certes rebondir jusqu'à la base de données et tout ça, mais c'est pas les mêmes techniques, ce ne sont pas les mêmes vecteurs d'attaque qu'on se sert pour attaquer un serveur web ou un serveur classique, entre guillemets, ok, un réseau d'entreprise, hein. Là, ça sera plus de l'injection de failles SQL, ça va être toutes les attaques type XSS, cross-site scripting, des CRSF, bref, tous les vecteurs d'attaque possibles. Allez voir l'OWASP, OWASP, pour avoir tous les vecteurs d'attaque qui sont recensés pour une application web. Ok? Et on va avoir du SQLi, enfin des failles, des injections de failles SQL aussi, si je vous en ai pas parlé. Donc son objectif principal, c'est quoi? Bah naturellement, c'est de protéger le serveur contre le piratage ou les attaques par déni de service. Il va analyser les requêtes web pour les techniques
d'attaque courante, hein, les fameuses OWASP justement, que les demandes proviennent d'un navigateur réel plus que d'un bot. C'est pareil si vous utilisez Burp Suite ou d'autres outils qui permettent justement des attaques côté client, hein, via une attaque homme du milieu dans le navigateur. Euh, Très souvent, c'est le user agent qui va être modifié et ça peut être un indicateur que, eh ben oui, les requêtes qui sont envoyées soit sont faites par un bot, une machine, soit c'est fait par un client qui a été modifié, en tout cas qui est en train d'usurper son user agent. C'est pas bon signe. Ok? Donc il vérifie également si un nombre excessif de requêtes web sont envoyées en utilisant ce qu'on appelle la limitation de débit, hein. On va faire un threshold, hein, un seuil, et ça n'autorisera qu'un certain nombre de requêtes d'une adresse IP par seconde. Et dans le pire des cas, hein, je peux vous citer Google, si jamais vous lancez trop de cyberattaques à partir de l'adresse IP de votre fournisseur d'accès Internet, vous allez être carrément banni de Google. Ok? Donc ça a vraiment un impact, hein. C'est pareil si vous créez trop de sock puppets sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, à la fin vont vous bannir. Ils auront vos numéros de téléphone pour le facteur d'authentification second, enfin le 2FA quoi, et, euh, et ils auront vos adresses IP. Donc on a tout intérêt quand on fait de la recherche en cybersécurité, quand on fait de l'OSINT, à utiliser bien sûr des phonés, mais utiliser des connexions via des VPN. Ok, ne jamais lancer des cyberattaques à partir de son adresse IP. Parce que non seulement vous allez vous faire griller, mais en plus, bah, peut-être qu'un jour, il y aura une partie d'Internet qui ne sera plus accessible. Ok? Et pour demander un changement d'adresse IP à votre fournisseur d'accès Internet, ça va être très très compliqué. Ok? On peut avoir un changement d'adresse d'IP dynamique, hein, tous les 3 ou 6 mois. On va vous changer votre adresse IP, mais par client, vous avez peut-être 4 ou 5 adresses IP par fournisseur d'accès Internet. Une fois que vous aurez grillé ces cinq adresses, vous serez dans la merde. Il faudra acheter un nouvel abonnement, changer de fournisseur d'accès Internet. Donc attention, hein, tout ce que vous faites sur Internet a une implication, hein. Que ça soit une cyberattaque, ne serait-ce que de la reconnaissance ou de l'énumération. Donc ça, faut en être conscient, ou passer par Tor, et c'est pareil. Si le point de sortie Tor, eh ben, est connu pour lancer des cyberattaques, ou faire de la reconnaissance, du sniffing, eh ben, il va être grillé. C'est pareil. Hein, Google va vous dire, bah non, là, t'es connecté à un point de sortie Tor, et celui-là, je sais qu'il est malicieux. Honnêtement, je te laisse pas faire une seule recherche sur mes serveurs. Donc, pareil, avec Tor, vous pouvez vite vous retrouver bloqué. Donc, eh ben, il falloir utiliser des VPN, il va falloir utiliser Tor, il va falloir peut-être utiliser des proxy chains en sortie du point de sortie Tor pour pouvoir justement être serein lorsqu'on fait ce type de requête. Ok? Donc, si une requête est considérée comme une attaque potentielle, elle sera abandonnée et ne sera jamais envoyée au serveur web. Ça, bah, c'est pareil. Il faut en être conscience. Donc, que peut-on utiliser pour héberger des fichiers statiques et accélérer la vitesse d'un client? Hein, c'est la mise en cache via un CDN. Alors, qu'est-ce que le load balancing s'effectue eh ben, c'est un health check, ok, pour s'assurer que tout va bien, bilan de santé, et que peut-on utiliser pour aider contre le piratage? Eh ben, c'est le fameux WAF. Ok. Voyons un petit peu le fonctionnement des serveurs web succinctement. Donc c'est quoi un serveur web? Un serveur web, c'est un logiciel qui va écouter les connexions entrantes. Comment on appelle ça? Un listener, tout simplement, un écouteur. Ok? Un auditeur. Puis il va utiliser le protocole HTTP pour fournir du contenu web à ses clients. Comme je vous l'ai dit, le logiciel de serveur web le plus courant, on a Apache, on a I2S de Microsoft, on a Nginx, on a Node.js. Ok? Un serveur web fournit des fichiers à partir de ce qu'on appelle son répertoire racine, c'est le fameux slash, qui est défini dans les paramètres du logiciel, hein. Par exemple, Nginx et Apache partagent le même emplacement par défaut. Vous pouvez aller sur votre Kali Linux ou n'importe quel Linux, hein. S'il y a Apache d'installer, c'est dans var www.html que ça se passe. Ok? La preuve en est, petit exemple. Ah, j'ai pas lancé ma VM. Ouais, désolé. Là, je vous montrerai pas. Mais si vous faites service Apache 2 start,
et que vous tapez 127.0.0.0.1, vous allez arriver sur l'index HTML d'Apache, hein, et qui va vous dire votre serveur HTML Apache est disponible, mais vous l'avez pas configuré, voilà la page par défaut qui s'affiche, grosso modo. Hein. Et dans I2S, parce que ça parfois c'est important, on attaque de l'I2S, sous Windows c'est inetpub, ok, à la racine, et on a un www-root, ok, pour les systèmes d'exploitation Windows. Ainsi par exemple si vous demandez le fichier, donc avec sur un nom de domaine, qui est quoi? On a le donc attends, on va revoir les bases déjà. Ça c'est quoi? Ça c'est le protocole. Ok? Ensuite, ça, hein, c'est la nomenclature. Quand on utilise le protocole, on lui met deux points slash slash. Ça c'est quoi? Ça c'est le hôte. C'est l'hôte. Ok? Ça n'a rien à voir avec le domaine, le TLD ou le nom de domaine. Ok? Ça c'est l'hôte. Ça c'est quoi? C'est le nom de domaine, exemple. Et le .com c'est quoi? C'est le TLD, ok? C'est le root, en fait, au niveau du nom de domaine. Et après, on a quoi? Eh ben, s'il y a le TLD, en principe, mais vous verrez qu'il le fait tout seul, je vais vous montrer. Si je fais tryacme.room put together, donc ça, c'est quoi? Là, on a la URI, l'URN, l'URL, l'URN, ça fait la URI, ok? La URI, c'est tout ça. Ça, c'est l'URL, ok? Là, on est à la racine, ok? Et là, on a quoi? L'URN. L'URN, c'est toutes les ressources. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une arborescence room et on a un fichier qui s'appelle putting all together. Ok? Donc ça, l'URN plus l'URL forme quoi? La URI. Mais je vous ai déjà fait des cours là-dessus. Mais un truc, c'est que là, c'est le nom de domaine. Là, on a le .com, hein, c'est le root, le TLD, et il y a un point aussi. Là. Mais automatiquement, on le met jamais. Mais il y a un point, ça veut dire qu'on est arrivé à la racine, en fait. Hein. Et la structure, c'est qu'on part du point, c'est le root, et après on passe au TLD, et après on passe au nom de domaine, au nom de sous-domaine, et enfin à l'host. Ok? Et www, c'est pas un sous-domaine. www, c'est un hôte. Ok? Donc ça, allez voir si vous connaissez pas les noms de domaine, hein, la hiérarchie, c'est pas très compliqué. Allez voir nom de domaine sur Wikipédia, hein, et ou OVH, et vous comprendrez un peu mieux. Ok? Savoir le principe de GTLD, hein, les top level domain, hein, comme je vous le disais, les TLD, ok, les country codes, ok, les FR, les BE, les AQ pour Antarctique, les top level domain avec le .com, ok, par exemple, on a le .sport, .paris, pareil, et voir un peu quelle est la différence entre les FQDN, ok, et les HQDN. Tout ça, c'est comment est géré en fait Internet. Nom de domaine NDD, mais laisse-moi vous montrer. Full Qualified Domain Name, ça, c'est pareil. Il faut que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez jamais rien comprendre. Et donc, je vous disais, il y a toujours un point, mais on le met jamais. Mais si je mets un point, ça marche. Je mets un point là. Là, qu'est-ce que je mets? Je mets le route. Ouais, ça fait pas planter le navigateur. Sauf que, vous le savez pas, mais là, tout le temps, il y a un point après le org. Il y a tout le temps un point après le fr. Il y a tout le temps un point après le com. Mais votre navigateur, il le met automatiquement, en fait. C'est ce point-là. Ok? Après, on a quoi? On a org. Après, on a quoi? On a le nom de domaine. Deuxième niveau, ça, c'est les TLD. Là, deuxième niveau, on a Wikipédia. Et après, on a encore un sous-domaine. Le sous-domaine, c'est quoi? C'est FR. Ok? Donc ça, bien comprendre ce qu'on a, quand on dit Full Qualified Domain Name, les FQDN, et comment ça fonctionne en fait, hein, parce que vous allez vous en servir pareil tous les jours. Allez voir, c'est important. Mais là, c'est pareil, je vous montre. Si je mets un point, ça change rien. C'est pareil. Sauf qu'on pense jamais à le mettre, mais en principe, il y a le point. Ok, ça c'est la racine. On part de la racine et après on va de gauche à droite. Ok. Donc voilà. Et c'est pareil, là le www il est pas affiché, mais si je le mets,
Ça change là? Ah non, il le trouve pas. Il n'y a pas de host. Ok, c'est direct le nom de domaine. Bon, bah autant pour moi. Là, je raconte une connerie. Ok. Donc voilà. Pareil, ça le fait planter. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Donc voilà. Revenons à nos moutons. Je m'égare. Donc je vous disais, exemple.com, nom de domaine, hein, TLD, racine, et ça nous charge quoi? Une ressource, picture.jpeg. Ok? Et si on devait chercher en fait le picture.jpeg, il est où? Si c'est sur un serveur Nginx ou Apache, bah c'est dans var www.html et à la racine elle est où? Elle est là, vous avez compris? Il y a quoi? Il y a picture.jpeg, ok? Ensuite, on a des vhosts, ok? C'est des hôtes virtuels. En fait, les serveurs web hébergent souvent plusieurs sites web avec des noms de domaine différents. Chaque nom de domaine va être routé sur un port, ok? Imaginons que celui-là, il tourne sur le 80, il y en a un autre qui tourne sur le 80-80, il y en a un autre, c'est du HTTPS, il tourne sur le 443, il y en a un autre qui tourne sur le 9999, etc., etc. Ok? Donc, ça permet de maximiser les ressources, hein. Je paye un serveur web, mais sur ce serveur web, en fait, il y a plusieurs sites web. Et pourquoi il y a plusieurs sites web? Parce qu'il y a plusieurs noms de domaines différents. Pour ce faire, on utilise des hôtes virtuels, ce qu'on appelle des vhosts, ok? V comme virtual et host en anglais comme hôte. Le logiciel du serveur web vérifie le nom d'hôte demandé par les headers HTTP, ce qu'on appelle des entêtes en bon français. Et le fait de correspondre à ces hôtes virtuels, hein, les hôtes virtuels ne sont que des fichiers de configuration textuelle. S'il trouve une correspondance, le site web correct sera fourni. Si aucune correspondance n'est trouvée, le site web, par défaut, sera fourni à la place. Les hôtes virtuels peuvent avoir leur répertoire racine mappé à différents emplacements sur le disque dur. Par exemple, one.com peut être sur website one. Tout.com va être dans website tout. Il n'y a pas de limite au nombre de sites web différents que vous pouvez héberger sur un serveur web. Maintenant, voyons un peu ce qu'on appelle le contenu statique et dynamique. Vous savez qu'en informatique, on a souvent des choses qui sont en statique et d'autres choses qui sont en dynamique, par opposition. Le contenu statique, en fait, c'est, comme son nom l'indique, un contenu qui ne change jamais. Ok? Les exemples courants de ceci sont bah, des images, du JavaScript, des cascades style sheet, pardon, des CSS, etc., etc., qui peuvent également inclure du HTML, qui lui non plus ne changera pas. Quand vous allez sur la page euh, d'intro, de connexion de Try Hack Me, il y a toujours la même page. Ok? De temps en temps, peut-être tous les 2 ou 3 ans, ils vont la changer pour la mettre un peu à jour, mais il y aura toujours les informations, il y aura toujours le bouton se connecter, le bouton s'inscrire, etc., etc. Ok? Donc c'est ça, grosso modo, le principe. C'est statique, ça ne bouge pas. De plus, il s'agit de fichiers qui sont directement servis à partir du serveur web sans aucune modification qui leur soit apportée. Ok? Le dynamique, bah, à l'inverse, hein, d'une autre part, on a du contenu qui pourrait changer avec différentes demandes. Prenez par exemple un blog. Sur la page d'accueil du blog, il vous montrera les dernières entrées. Si une nouvelle entrée est créée, naturellement, la page d'accueil est ensuite mise à jour avec la dernière entrée ou un deuxième exemple pourrait être une page de recherche sur un blog, hein. Selon le mot que vous recherchez, différents résultats sont affichés. Ces modifications, hein, de ce que vous voyez finalement par avoir sont effectuées par ce qu'on appelle le back-end, hein, back-end côté serveur, avec l'utilisation de langage de programmation de script. Typiquement, c'est du JavaScript qui va nous permettre de dynamiser euh, les pages web, hein. Avant, dans les années 90-2000, on avait des pages statiques. Maintenant, vous avez des pages interactives. Vous cliquez dessus et vous voyez bien que soit l'icône change, soit ça vous affiche des trucs. Tout ça, c'est permis grâce à du JavaScript, ni plus ni moins. Donc, ok, j'espère que ça c'est clair. Et donc, tout se fait côté back-end, ok? Et ensuite, bah, c'est traduit par votre navigateur côté front-end. Ce qu'on appelle le back-end, hein, c'est ce qui se fait dans les coulisses. Donc, côté cours, côté jardin. Vous ne pouvez pas afficher la source HTML des sites web et voir ce qui se passe dans le back-end.
alors que le code HTML, lui, est le résultat du traitement à partir du back-end. Qu'est-ce que fait votre navigateur Internet? Il traduit le code HTML et pas que, CSS, JavaScript, etc. Et il vous l'affiche. Ok? Tout ce que vous voyez dans votre navigateur s'appelle le front-end par opposition au back-end, côté serveur. Front-end, tout le temps, votre client, le navigateur web, très souvent. Ok? Donc les langages de script et le back-end. Il y a beaucoup de limites à ce qu'un langage de back-end peut réaliser, hein, ce qui rend un site web interactif pour l'utilisateur. Par exemple, de ces langages sans ordre particulier, on a PHP, Python, Ruby, Node.js, Perl et bien d'autres. Ces langages peuvent interagir avec des bases de données appelées des services externes, des API, traiter des données de l'utilisateur et bien plus encore. Un exemple en PHP très basique, on a exemple.com qui charge quoi? Qui charge index.php et ensuite on passe une variable et name est égal à Adam. Qu'est-ce qui se passe dans le PHP? On a quoi? On ouvre une balise HTML, ça veut dire qu'on la referme là, et on lui met un corps, un body, on l'ouvre là, donc ça veut dire qu'on la referme là. Parfait, concentre-nous sur ce qui est intéressant. Ok? On a quoi? On a hello, ok? Donc une chaîne de caractères hello, on ouvre un snippet quoi? PHP, on fait un echo, on fait le dollar $get, hein, on va récupérer la valeur de quoi? De name, ok? Et qu'est-ce que ça va faire? Bah, si on met Adam, hein, name est égal à Adam, eh ben ça va faire quoi? Bah hello Adam, ok? Ça va faire le dollar $get, ça va récupérer le name, la variable, elle a été définie sur Adam en paramètre dans l'URL et ça affiche tout le temps hello, ok? Si Adam je le remplace par Toto, ça va faire hello Toto, ok? Donc vous remarquez que le client ne voit aucun code PHP, car il se fait côté backend. Cette interactivité ouvre plus de problèmes de sécurité pour les applications web qui n'ont pas été créées en toute sécurité, comme vous l'apprendrez dans d'autres modules. Ok? Donc qu'est-ce que le logiciel du serveur web utilise pour héberger plusieurs sites? Eh ben, on l'a vu, c'est juste ici. Quand on veut des hôtes virtuels, donc des virtual hosts. À bientôt. Ciao, bonhomme. Bon courage. Quel est le nom du type de contenu qui peut changer? Eh ben, on l'a vu. Qu'est-ce qui peut changer? Contenu dynamique ou statique. Ok? Donc, s'il peut changer, c'est du dynamique. Le client voit-il le code principal? Eh ben non, puisque c'est côté backend. Ok? Maintenant, on va se faire un petit quiz. Hein. On va afficher 100. Et ils nous disent quoi? Bah, choper le drapeau. Alors, c'est quoi? C'est pour les enfants? D'accord. Ça check le local IP. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça charge dans le cache local. Si c'est pas disponible au niveau du cache local, qu'est-ce que ça va faire? Ça va chercher dans le récursif. Si c'est pas là-dedans, ça va aller là-dedans. Si ça passe pas, on passe sur de l'autoritaire. Putain, c'est trop mal foutu. Ok, moi je dirais, hein, je suis pas sûr. Honnêtement, j'en ai aucune. Donc là, il récupère. On a trois façons. On check d'abord, donc requête dans votre navigateur. On check dans le cache local de votre ordinateur ou de votre routeur. Ensuite, on va voir les DNS récursifs. Typiquement, on ira voir les DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. Si c'est pas le cas, on a des gros serveurs DNS racines qui sont autoritaires, hein, et qui vont faire en fait comment dire l'ordre, hein, et qui vont dicter où se trouvent les adresses IP. Ok. Et une fois que bah, le DNS autoritative a donné l'adresse IP, on peut se connecter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein, on se charge? Non, il y a un truc avant. Euh, hein, le load balancer. Alors, il y a le get.
Non, même pas. Qu'est-ce qui... Il se fout de ma gueule, quoi. Load balancer, non? Ok, la requête, elle passe par le WAF. Après le WAF, on a vu, on a quoi? On a le load balancing, ok? Donc ça, c'est deux composantes critiques, ok? Après le load balancer, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va se connecter, ok? On se connecte sur le port, le serveur web, port 80 443, ok? Ensuite, il reçoit le get. Ensuite, on a quoi? Bah, la base de données qui répond, ok? Et enfin, votre navigateur rend le code HTML. Voilà, c'était les bases. J'espère que ça vous a plu. On fera des petites vidéos encore. On verra tout ce qu'on a fait ces quelques jours ensemble.